Quand mon frère, mon patron, a dit que je n'étais pas prête pour une promotion, mes parents ont simplement hoché la tête. 9 années à sauver l'entreprise familiale, et tout ce que j'ai obtenu, c'est adéquate. Pas prête. Je suis sorti. Jusqu'à ce que j'arrête, tout fonctionnait. Puis tout s'est effondré. 2 jours plus tard, 182 appels manqués. Bonjour, je suis la femme qui a donné 9 ans de sa vie pour sauver l'entreprise de sa famille. Des nuits tardives, des vacances manquées, chaque victoire attribuée à quelqu'un d'autre. Et quand j'ai enfin tendu la main vers la promotion que j'avais méritée, mon frère, mon patron, m'a regardé dans les yeux et a dit « adéquate, pas prête ». Mes parents ont simplement hoché la tête. Je suis parti ce jour-là. Et au moment où j'ai arrêté de tout maintenir ensemble, les fissures qu'ils cachaient se sont grandes ouvertes. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé. 182 appels manqués. Mais à ce moment-là, la seule chose qu'il me restait à décider était de savoir si j'allais seulement répondre. Avant de plonger dans l'histoire, à quelle heure écoutez-vous ceci? Et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir. Une pluie légère piquait les fenêtres alors que j'entrais dans la salle de conférence avec un dossier bleu coincé sous le bras. L'endroit sentait le café brûlé et le nettoyant au citron. Le rituel du jeudi. Mon siège avait été poussé à l'autre bout de la table, loin du projecteur, loin de la vue. À côté de chaque directeur se trouvait un verre en cristal. À ma place, un gobelet en papier avec un bord mou qui s'écrasait si on le tenait mal. Le stylo de Calder faisait un tic-tic-tic net sur le bois. Un petit métronome pour le contrôle. J'ai posé le dossier et je l'ai ouvert à la première page. Le client que j'avais sauvé du gouffre en janvier, celui qui payait un quart de la masse salariale en euros. J'ai parlé clairement. Les chiffres, les délais, les réductions de coûts, les appels de minuit à Denver, la façon dont notre réseau de fournisseurs s'était enfin synchronisé. Je n'ai pas essayé de vendre l'idée. Je n'en avais pas besoin. La salle avait vécu cet incendie et en était sortie indemne parce que j'avais gardé la lance à incendie ouverte. Calder s'est penché en arrière. Un sourire mince. Adéquate, a-t-il dit, pas prête pour une promotion. Le mot a atterri comme le bruit sourd d'une porte qui ne se ferme pas tout à fait. Les yeux de ma mère se sont posés sur mon père. Il a fait le plus petit des hochements de tête. Le genre que font les hommes quand ils ont déjà pris leur décision. N'en faisons pas une affaire personnelle, a-t-elle proposé, ce qui signifiait que nous allions absolument le faire. Un directeur a bougé, s'éclaircissant la gorge dans sa manche, le ventilateur du projecteur tournait, chaud et indifférent. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Elles étaient stables. 9 années se sont déroulées l'espace d'un souffle. L'hiver où j'ai dormi sous mon bureau pendant la grève des chemins de fer. Le 4 juillet où j'ai manqué les feux d'artifice pour réécrire un plan d'urgence. Le jour où un fournisseur a essayé de nous intimider et où je n'ai pas cligné des yeux. Quand une crise se présentait, j'arrivais la première. Quand les éloges arrivaient, ils prenaient un mauvais tournant et serraient la main de mon frère. Calder a de nouveau tapé avec son stylo. Reportons la discussion sur Ellison à plus tard. Nous avons terminé ici. J'ai fermé le dossier. Aucun son, juste le doux tapotement du carton contre le papier. Tout le monde s'attendait à ce que je proteste. Je ne l'ai pas fait. J'ai reculé ma chaise, lissé ma jupe et je me suis levé. Quelqu'un a murmuré mon nom comme un avertissement. Mon père fixait le dessus de la table comme si le grain du bois pouvait lui épargner la peine de me voir. Merci pour votre temps, ai-je dit. Ce n'était pas un drame, pas de voix élevée, pas de discours, juste le cliquetis de mes talons me portant dans le couloir, devant des photos d'hommes se serrant la main dans de meilleurs costumes que ceux qu'ils portaient pour travailler. Devant l'article encadré sur les valeurs familiales au cœur de l'industrie manufacturière américaine, devant la réceptionniste qui a articulé « ça va » et n'a ensuite pas attendu la réponse. Le bouton de l'ascenseur était froid. Les numéros des étages brillaient en rouge, descendant vers moi. J'ai levé mon poignet et j'ai regardé la montre, la vieille montre en argent de mon père, le cadeau qu'il avait glissé dans ma paume quand j'avais signé mon contrat. Tu seras celle qui est stable, avait-il dit alors, fier et certain. Le cadran a capté la lumière de la salle de conférence et l'a renvoyé dans un petit cercle plat. Derrière moi, la porte de la salle de conférence s'est ouverte. La voix de Calder, désinvolte de cette manière prudente.
Elle s'en remettra. Elle le fait toujours. La réponse de ma mère a été plus douce. Elle est émotive. La porte s'est refermée en glissant. Je me suis souvenu de la première fois où un titre m'a échappé. Ce ne sont que des affaires, avait dit Calder, comme si les affaires étaient un modèle météorologique. La faute de personne quand il pleuvait. J'ai appris à apporter un parapluie pour nous deux. J'ai appris à garder des parapluies de rechange dans le placard pour la file de personnes qui juraient ne pas en avoir besoin. L'ascenseur est arrivé avec une tonalité qui semblait trop polie pour le moment. À l'intérieur, tout était en chrome et reflétait la pluie. Je pouvais me voir dans le panneau du fond, les cheveux en place, le rouge à lèvres intact, la posture d'une femme qui refuse de tressaillir. Les portes ont commencé à glisser l'une vers l'autre. 9 ans, ai-je pensé, et tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui, c'est un gobelet en papier et un mot destiné à me rabaisser. Adéquate. Pas une mesure de performance, juste une cage avec des coins polis. Les portes ont fait une pause, ont rebondi et se sont rouvertes quand quelqu'un est passé en courant, puis se sont refermées une fois de plus. Je n'ai pas tendu la main. Je ne suis pas retourné en arrière. Les gens qui vous aiment vous demanderont de tolérer la chose même qui vous brise. Ils appelleront cela de la patience, ou la famille, ou le maintien de la paix. Mais la paix n'est pas réelle si une seule personne doit saigner pour elle. Alors que les portes se rejoignaient enfin, la trotteuse de la montre a avancé d'un cran. Ce mouvement minuscule a semblé plus fort que le stylo de Calder, plus fort que le mot, plus fort que le hochement de tête. L'ascenseur a commencé à bouger. Mon corps l'a compris avant que mon esprit ne l'admette. Ma saison à éteindre des incendies pour des hommes qui juraient ne jamais jouer avec des allumettes était terminée. Il y aurait des retombées. Il y a toujours des retombées quand la personne qui tient le filet recule et dit « c'est fini ». Quelque part entre 2 étages, mon téléphone a vibré dans mon sac. Une fois, puis 2 fois, puis un bégaiement d'insistance. Je n'ai pas essayé de l'attraper. J'ai pressé mon pouce contre le bord froid de la montre en argent et j'ai gardé les yeux sur les numéros. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, mon téléphone a bourdonné, mais je n'ai pas décroché. Le temps que l'ascenseur s'arrête et que les portes du hall m'expirent sur le trottoir, la bruine s'était épaissie en un rideau patient. J'ai resserré mon manteau, glissé le téléphone hors de mon sac, et laissé l'écran éclairer mon visage. 6 appels manqués, 5 de Calder, 1 de ma mère. Un message texte de sa part trônait en haut comme un voyant d'avertissement. Rappelle-moi maintenant. J'ai regardé l'écran bourdonner dans ma paume et je l'ai laissé se taire de lui-même. Le fracas du train, le sifflement des bus, le claquement humide des pneus, le bruit de la ville cousait l'espace entre mes côtes, et la décision que je n'étais pas prête à formuler à voix haute. Je me suis tourné vers l'est en direction de Wabash, passant devant le fleuriste avec ses seaux de tulipes humides, passant devant le kiosque à journaux où une pile de magazines économiques vantait l'ingéniosité familiale. Le trottoir était devenu d'un gris profond et réfléchissant qui captait chaque lumière de passage et les tirait finement. Je ne me suis pas pressé. J'ai rentré mon menton dans mon écharpe et j'ai laissé la marche effacer la salle de conférence en moi. Un souvenir a surgi sans y être invité. Il y a 5 ans, la grève d'un fournisseur a bloqué la moitié de notre inventaire à Joliet. Les approvisionnements ont gelé, le service d'expédition a paniqué, les téléphones ont sonné si fort qu'ils semblaient en colère. J'ai pris le volant à l'aube, je me suis assise dans une salle de repos avec un contremaître qui n'avait pas dormi, et j'ai proposé une solution que personne ne voulait car elle nécessitait de ravaler sa fierté. Cela a fonctionné avant midi. Nous avons effectué la livraison avec un week-end d'avance. Ce lundi-là, la mise à jour a été présentée au conseil d'administration et l'histoire avait un auteur différent. Un effort d'équipe, leur a dit Calder, en me tapant sur l'épaule comme le fait un entraîneur avec un enfant qui a apporté l'eau. Mon père a croisé mon regard ensuite et a dit, c'est ce que fait la famille. Comme si l'invisibilité était un langage d'amour. Mon téléphone s'est allumé de nouveau. Maman. Cette fois, je l'ai laissé s'éteindre. Maintenir la paix est toujours le travail de la fille. C'était le travail dont je démissionnais. Au coin de la rue, je me suis arrêté sous l'auvent d'un prêteur sur gage et j'ai glissé le carnet relié en cuir hors de mon sac. Le dos est craquelé là où mon pouce se pose à chaque fois. Une habitude. À l'intérieur se trouvent des gribouillages, des organigrammes, des façons plus propres de gérer ce que nous nous obstinons à embourber.
Des stratégies que personne à l'étage supérieur ne voulait me voir diriger parce que les idées de l'assistante sont d'une certaine manière moins valides. J'ai tourné jusqu'à une page étiquetée au crayon, si jamais nous décidons de fonctionner comme une vraie entreprise. La pluie a piqué le bord du papier, une minuscule constellation, et je l'ai rangée. La clochette au-dessus de la porte du café a émis le même carillon que lorsque j'avais 20 ans, quand j'étudiais dans le coin au fond, et croyais que la compétence se traduirait par des portes ouvertes. La cannelle et l'expresso m'ont enveloppé plus chaleureusement qu'ils n'en avaient le droit. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, a dit Gus de derrière le comptoir, s'essuyant les mains sur une serviette. Les mêmes lunettes épaisses, le même sourire facile. La saison chargée, ai-je dit, ce qui était vrai la plupart des mois de ma vie. Tu as l'air d'avoir besoin de l'habituel. Je te fais un grand format. Je me suis glissé dans la banquette près de la fenêtre, celle avec la cicatrice sur le dessus de la table où quelqu'un avait un jour sculpté un cœur et changé d'avis. Le téléphone a bourdonné de nouveau. Un message vocal est arrivé. La transcription s'est affichée en haut. J'ai appuyé sur lecture parce que la curiosité peut être une démangeaison tenace. Rappelle-moi. La voix de Calder a claqué. Ce n'est pas drôle. Drôle? J'ai pensé au gobelet en papier au bout de la table de la salle de conférence. J'ai pensé à la façon dont mon père fixait le grain du bois, à la recherche d'un nœud à blâmer. J'ai conservé le message pendant 3 secondes, puis je l'ai supprimé et j'ai regardé l'icône disparaître comme un tour de magie. Gus a posé la tasse avec un cliquetis discret et un regard qui oscillait entre l'inquiétude et le respect. Ça va? Je vais bien, ai-je dit, et pour une fois, ce n'était pas un réflexe. C'était un choix. Je reprends juste mon souffle. Il a hoché la tête. Eh bien, dis à celui qui te poursuit d'attendre. Le café est une règle sacrée ici. J'ai souri à cela et j'ai laissé la vapeur réchauffer mon visage. Dehors, un couple se disputait sous un parapluie partagé, leurs mains bougeant de cette manière prudente que les gens utilisent quand les mots sont pires que le temps. J'ai écouté le doux cœur des tasseurs et des bus aller et le raclement des chaises, et j'ai laissé mon propre pour ralentir pour s'y accorder. J'ai ressorti le carnet, j'ai tourné vers une page vierge et j'ai écrit 3 lignes. Que se passe-t-il si je ne répare pas les choses cette fois-ci? Que se passe-t-il si je le fais? Qui est-ce que je deviens dans les 2 cas? Calder a appelé de nouveau. J'ai retourné le téléphone pour que l'écran soit face à la table. Ma mère a envoyé un message texte. Ma chérie, ne sois pas dramatique. Ton frère a beaucoup de choses à gérer. Appelle-le. Je l'ai imaginé à l'îlot de la cuisine tenant le téléphone des 2 mains comme s'il pouvait mordre. Le drame est un mot que les gens utilisent quand vous introduisez une limite qu'ils n'avaient pas l'intention de respecter. Gus a rempli mon verre d'eau sans demander. Tu écris toujours ces listes, a-t-il demandé, en désignant le carnet de la tête. Il avait l'habitude de me regarder bachoter pour les examens, de longues colonnes de tâches qui gardaient le chaos silencieux. Certaines habitudes ne prennent jamais leur retraite, ai-je dit. Eh bien, a-t-il dit, en baissant la voix comme s'il partageait un secret. Parfois, la liste a besoin d'un nom en haut qui n'est pas celui de ton frère. Il est passé à la table suivante et a laissé cette pensée en suspens entre les plantes et la pluie. J'ai mordu l'intérieur de ma joue et j'ai laissé la remarque faire son chemin. Dans une autre vie, je serais peut-être retourné au bureau, j'aurais arrangé les choses, porté le poids pendant qu'ils se disputaient pour savoir si une femme pouvait soulever de telles charges. Aujourd'hui, j'étais assise sur une banquette, mon manteau à moitié enlevé, et j'ai décidé de ne rien faire. Pas le genre de rien vengeur, le genre basé sur des principes. Un homme au comptoir a dit dans son téléphone, « Écoute, assume-le. Ne déforme pas la réalité. » Les mots sont tombés en moi comme une pierre. Assume-le. D'accord. J'ai assumé la partie où j'ai appris aux gens que je serais toujours le filet de sécurité. J'ai assumé la partie où j'ai fait en sorte qu'il soit facile de m'ignorer parce que j'étais efficace et silencieuse et allergique à la reconnaissance. Je n'ai pas assumé la partie où d'autres adultes traitaient mon travail comme un robinet qu'ils pouvaient ouvrir d'un froncement de sourcils. J'ai fini le café et j'ai vérifié l'heure. La journée ne s'était pas encore consumée. C'était juste l'impression que cela pourrait arriver. Mon téléphone, face vers le bas, a vibré une fois de plus. Je ne l'ai pas retourné. J'ai glissé le carnet dans mon sac, j'ai fermé mon manteau et je me suis levé. Alors que j'atteignais la porte, la clochette a retenti de nouveau.
Un couple est entré et s'est secoué pour se sécher. La femme a ri de quelque chose puis a soupiré. Ce sont doux que l'on fait quand l'espoir a été reporté, pas annulé. Je les ai laissés passer et je suis sorti dans l'air humide qui avait transformé la rue en miroir. Au coin de la rue, j'ai attendu qu'un feu passe au vert et j'ai enfin regardé le téléphone. 6 appels manqués. J'ai navigué avec mon pouce dans les paramètres et j'ai fait glisser le petit curseur sur silencieux. Une décision n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin d'être prise. Je me suis dirigé vers la rivière, mes bottes prudentes sur le béton glissant, les contours de l'après-midi se repliant autour de moi. Je n'ai pas préparé de discours. Je n'ai rien préparé du tout. Je me suis donné la permission de laisser un gâchis que je n'avais pas créé exactement là où il devait être. Je pensais que partir m'achèterait la paix. Mais au matin, la tempête avait déjà commencé. Le matin s'est insinué sans demander la permission. Je me suis réveillé avec la lumière pâle s'accumulant sur le plafond et le frisson léger qui se glisse sous les fenêtres au début du printemps. L'appartement était assez silencieux pour entendre le radiateur faire tic-tac. J'ai préparé du café de la façon dont je le fais quand j'ai besoin d'une main ferme. Pas de sucre, pas de pause, et j'ai porté la tasse jusqu'à la petite table de la cuisine où le courrier d'hier reposait encore. Le téléphone était face vers le bas. Je l'ai retourné et j'ai survolé les appels manqués jusqu'à ma boîte de réception. Un objet de courriel a attiré mon attention. Urgent. Il venait du directeur général de notre plus gros compte. Pas de bavardage, pas de bonjour, juste un seul paragraphe qui faisait son travail. Besoin de clarification sur votre départ. Jusqu'à ce que nous comprenions la transition, toutes les commandes sont suspendues. J'ai posé la tasse, en faisant attention de ne pas éclabousser. Une suspension de leur part ne signifiait pas du bruit. Cela signifiait un silence qui coupe le souffle d'un trimestre. Ils ne m'envoyaient des courriels que lorsqu'ils avaient besoin de calme, jamais lorsqu'ils voulaient du théâtre. Je les relus pour confirmer ce que je savais déjà. Ils faisaient confiance à la personne qui répondait à 2.00 du matin, qui leur disait la vérité quand cela nous coûtait, qui appelait avant que l'incendie ne prenne. Cette personne n'était pas mon frère. La vapeur s'échappait du café. Je l'ai laissé réchauffer mon visage et j'ai tourné l'ordinateur portable vers moi. Mes doigts ont plané au-dessus des touches par habitude. Le réflexe de réparer, de rassurer, de mettre tout le monde à l'aise. Je n'ai rien tapé. J'ai laissé le réflexe passer comme une fausse alarme. Le souvenir est arrivé avec l'odeur du café. La première semaine où j'ai géré leur compte seul. Une tempête avait bloqué 2 États et les camions étaient immobilisés comme des voitures jouées dans une chambre d'enfant. Leur vice-président m'a appelé avec une voix qui essayait de paraître imperturbable. J'ai entendu le tremblement en dessous. Nous avons dévié les itinéraires, dormi à tour de rôle, et livré avec un jour d'avance. Personne n'a applaudi. Ils m'ont envoyé un stylo en argent dans une boîte toute simple avec un mot qui disait « Merci de déplacer des montagnes sans faire de discours ». Il est dans le tiroir à côté de moi maintenant, reposant contre des trombones et une clé de rechange. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le stylo. Il a une petite égratignure près de l'agrafe là où je l'ai fait tomber, en me précipitant pour un appel il y a 3 ans. Je l'ai fait rouler entre mes doigts, gauche, droite, gauche, sentant son poids s'installer comme le font les bonnes décisions. Je n'étais pas sentimental à propos des objets, mais celui-ci n'était pas un objet. C'était une preuve. Le téléphone a bourdonné. Un message texte de Calder a illuminé l'écran. Tu dois venir aujourd'hui. Les clients paniquent. C'est de ta responsabilité, de la mienne. J'ai laissé les mots reposer là. La prise de responsabilité avait toujours été mon rayon, mais pas comme ça. J'ai pris une gorgée lente, non pas pour réfléchir, mais pour donner à mon pouls une minute pour honorer le changement. Si le plus gros compte faisait une pause, les flux de trésorerie se bloquaient. Si les flux de trésorerie se bloquaient, les gens écoutaient. Je n'ai pas répondu. Un autre courriel est apparu. Celui-ci venait de leur responsable des opérations, en copie au directeur général. Nous avons besoin de votre confirmation que le plan de transition dont vous avez discuté le trimestre dernier est toujours valide. Sinon, nous reporterons le déploiement du 2e trimestre. Je me suis souvenu de cet appel. J'avais plaidé pour une mise en œuvre par étapes au lieu du basculement spectaculaire que Calder avait présenté. Ils avaient été d'accord avec moi parce que je leur avais donné des chiffres,
pas des adjectifs. J'ai fait glisser le curseur vers le coin de l'écran et j'ai minimisé la fenêtre. L'appartement était immobile. Ce silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à l'intérieur d'une chambre forte. Le nom de ma mère a clignoté sur le téléphone. Je l'ai laissé sonner dans le vide. Puis l'icône de la messagerie vocale est apparue. Je ne l'ai pas ouverte. Je connaissais le ton sans l'entendre. Ma chérie, sois raisonnable. Aide ton frère. Ne fais pas de vagues. C'est l'entreprise familiale. Famille. Le mot avait commencé à ressembler à un mot de passe qui ne fonctionnait que dans un seul sens. Je me suis levé, j'ai rempli la tasse de nouveau et je suis retourné à la table. Le radiateur a sifflé. Sur le comptoir, le courrier d'hier soir était appuyé contre une coupe de fruits qui avait fait de son mieux pour être un centre de table. Je me suis assise et j'ai placé le stylo sur la table parallèlement à l'ordinateur portable, comme si une ligne droite pouvait me garder honnête. La vérité était assez simple pour tenir sur un pense-bête. Ils ont plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Ce n'était pas de la fierté. C'était des mathématiques, des contacts, de l'histoire, des crises, de la mémoire musculaire. Les gens disent que personne n'est irremplaçable pour paraître pragmatique. Parfois, c'est juste une phrase que les gens répètent quand ils ne peuvent pas supporter d'admettre qui a soutenu les murs. Un autre message texte. Viens pour 10.00. Nous pouvons arranger ça si tu arrêtes d'être têtu. J'ai tapé 3 mots, je ne viens pas, puis je les ai effacés. Le silence peut être une phrase. J'ai de nouveau posé le téléphone face vers le bas et j'ai respiré comme je le fais avant de courir. Inspirer jusqu'à ce que cela fasse presque mal, expirer jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien. Ma loyauté n'a pas disparu. Elle s'est réorientée. Elle irait aux personnes qui valorisaient le travail, pas l'histoire autour du travail. J'ai ouvert le carnet que je transportais depuis l'université, le cuir lissé par des années de manipulation quand j'avais besoin d'un plan. Les premières pages étaient pleines de stylos bon marché et d'ambition. Les suivantes contenaient des systèmes qui nous avaient sauvés sans que personne ne le remarque. J'ai ajouté une ligne sous les questions d'hier. Que dois-je aux personnes qui confondent endurance et consentement? J'ai fermé le carnet et j'ai regardé par la fenêtre. Un ciel d'ardoise, un faucon chevauchant le vent de travers entre les bâtiments, une femme promenant son chien dans un imperméable jaune qui créait sa propre météo. Mon téléphone a tremblé de nouveau. Un autre message texte de Calder, un deuxième de notre contrôleur de gestion, un d'un directeur qui ne m'adressait jamais la parole sans une invitation de calendrier. Je n'y ai pas touché. J'ai pris le stylo et j'ai cliqué une fois. Le son était faible et précis. J'ai imaginé la salle de conférence, le gobelet en papier au bout de la table, le hochement de tête prudent de ma mère. J'ai imaginé le courriel avec le mot suspendu au milieu comme un panneau stop. Personne ne pouvait le contourner. Quelque chose en moi s'est solidifié comme du béton. J'ai rouvert l'ordinateur portable et j'ai rédigé une courte réponse au client. Professionnel, propre, vrai. Je ne suis pas au bureau. Les détails de la transition sont incomplets. Je ferai un suivi avec un calendrier une fois que la direction sera confirmée. Pas d'héroïsme, pas d'excuse pour une décision qui n'était pas la mienne. Quand j'ai eu fini, je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai enregistré comme brouillon et j'ai fermé le couvercle. Le bon moment est important. Mon père a appelé. J'ai laissé passer. Puis l'appartement est retourné à ses propres sons. L'horloge sur la cuisinière, le doux bourdonnement du réfrigérateur, le faible bruit de la rue 4 étages plus bas. J'ai rincé ma tasse, je l'ai posée sur l'égouttoir et j'ai essuyé l'auréole qu'elle avait laissée sur la table avec la paume de ma main. Un petit ordre au milieu d'un grand désordre. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surprise. La colère est chaude et brève. Ceci était froid et durable. J'ai enfin compris l'élément le plus simple. Je n'avais à convaincre personne aujourd'hui. Je n'avais pas à courir à travers la ville et à soutenir un plafond construit pour s'effondrer. Je pouvais regarder ce qui se passait quand la personne qui se présente toujours ne le fait pas. À midi, mon téléphone ne faisait pas que bourdonner. Il tremblait. Je l'avais laissé sur la table basse pendant que je préparais du thé, et à chaque fois qu'il s'allumait, la vibration résonnait contre le bois. Au début, j'ai pensé que ce n'était encore que mon frère, mais quand je l'ai ramassé, les notifications s'empilaient dans un flou. Des courriels,
des messages textes, même quelques appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Les premiers venaient de lui, bien sûr. Nous devons parler. Urgent. Ensuite, rappelle-moi maintenant. Suivi de, cela part en vrille. Tu dois intervenir. Ces messages devenaient plus frénétiques de minute en minute. Je les ai laissés là, non ouverts, après les premiers. Puis sont venus des courriels de chefs de département à qui je ne parlais presque plus. Ils ne demandaient pas comment j'allais. Ils demandaient ce que j'allais faire face à ce chaos. C'était drôle d'une manière amère. Il y a des mois, ils m'avaient tous ignoré comme si je n'existais pas. Maintenant, ils se souvenaient soudainement que j'avais une ligne directe avec les clients qu'ils cherchaient désespérément à conserver. J'ai cliqué sur un courriel qui ne venait pas de mon frère ou de son cercle restreint. Il venait d'un client secondaire dont je m'étais discrètement occupé pendant des années. Le genre de compte stable et nécessitant peu d'entretien qui permettait de payer les factures. L'objet était court, suspension jusqu'à nouvel ordre. Le corps du message était pire. Nous apprécions le travail que vous avez accompli pour nous, mais jusqu'à ce que la confusion interne dans votre entreprise soit résolue, nous suspendons toute nouvelle commande. Veuillez nous faire savoir quand la stabilité sera de retour. Je me suis penché en arrière, fixant l'écran. Il ne s'agissait plus seulement de ce seul compte gelé. Cela se propageait. Le bruit courait que quelque chose était cassé. Et dans les affaires, une fois que cette idée prend racine, elle grandit plus vite qu'aucun communiqué de presse ne peut la tuer. C'est alors qu'est arrivé le message texte de groupe. Mes parents ne m'envoyaient presque jamais de messages ensemble, sauf pour les anniversaires ou les vœux de Noël. Cette fois, on pouvait lire « Aide juste ton frère à passer cette semaine. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » Mon pouce a plané au-dessus du clavier. J'ai tapé « Peut-être si vous m'aviez écouté il y a 2 ans. » Supprimer. J'ai tapé de nouveau. Ce n'est plus mon travail de le sauver. Supprimer. 3e essai. Ce n'est pas moi qui rend les choses plus difficiles. Supprimer. Au final, je n'ai rien envoyé. J'ai posé le téléphone face vers le bas, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et je suis resté là. Dehors, une pluie légère avait commencé, chaque goutte glissant lentement le long de la vitre. Le son était doux, rythmique, comme le tic-tac lent d'une horloge. Cela m'a rappelé les années que j'avais passées à réparer les erreurs de mon frère en secret, à couvrir des factures avant qu'elles ne deviennent des procès, à apaiser les clients avant qu'ils ne partent, toujours en silence, toujours invisibles. Maintenant, avec chaque goutte de pluie, je ressentais quelque chose de différent. Un rappel constant que je n'intervenais pas cette fois-ci. Cette horloge ne faisait pas le compte à rebours d'un autre sauvetage. Elle marquait sa chute. À 13h00, je ne pouvais plus rester assise dans l'appartement. J'ai attrapé mon manteau et j'ai marché jusqu'à un café à 3 pâtés de maison de là, la pluie embrumant mes cheveux. Je savais exactement ce que je faisais, me rendre impossible à trouver au seul endroit où il s'attendait à ce que je sois. L'absence en elle-même était un message. Le café était calme, un faible bourdonnement de jazz doux et de tasses qui cliquettent. J'ai commandé une théière et j'ai pris la table du coin près de la fenêtre. De là, je pouvais voir la rue. La pluie s'accumulant dans les caniveaux. Les gens se dépêchant avec des parapluies. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour vérifier mes courriels, mais pour travailler sur un projet personnel que j'avais négligé, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le gâchis de ma famille. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a bourdonné de nouveau. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années a clignoté sur l'écran. Mon ancien mentor. Le message texte était simple. Ton absence fait le tour des cercles de l'industrie. Les gens sont impressionnés. J'ai souri. Un sourire lent et privé. Je n'avais pas prévu que cela aille aussi loin pour le moment, mais clairement l'histoire voyageait plus vite que je ne l'avais prévu. Il ne parlait pas seulement du chaos de mon frère. Il parlait de moi, de la valeur que j'avais retenue. De la différence qu'une seule personne pouvait faire quand elle arrêtait de tout maintenir ensemble. Dehors, la pluie ne montrait aucun signe d'arrêt. À l'intérieur, j'ai siroté mon thé et j'ai laissé le calme s'étirer. Quelque part à l'autre bout de la ville, les téléphones sonnaient sans arrêt. Des réunions étaient convoquées, et pour une fois, je n'étais dans aucune d'entre elles. À 15h00, mon frère était devant ma porte. La pluie était devenue plus forte depuis le matin,
claquant contre les fenêtres comme si elle essayait d'entrer. Le rythme correspondait au coup venant du couloir, sec, impatient, refusant d'être ignoré. Je suis resté assise un instant, fixant la tasse de thé sans vapeur sur mon comptoir. Je l'avais préparée des heures plus tôt, je l'avais posée et je n'y avais jamais touché. D'une certaine manière, cela ressemblait à l'image parfaite de ma position actuelle. Plus aucune chaleur pour les personnes qui m'avaient prise pour acquise. Une autre série de coups, plus forts cette fois, a fait trembler les cadres photos sur mon mur. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 16 appels manqués de sa part dans la dernière heure, plus une poignée de ma mère. Ma poitrine s'est serrée, non par peur, mais par le poids de savoir que j'étais sur le point d'entendre le même scénario fatigué. Des accusations déguisées en inquiétude, des exigences masquées en unité familiale. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Il se tenait là, ruisselant, les cheveux plaqués sur le front, les vêtements collés à lui comme s'il avait marché à travers une tempête sans même essayer de se protéger. Sa mâchoire était tellement serrée que j'ai cru que ses dents allaient se fissurer. Le téléphone dans une main, les clés de voiture dans l'autre. Il n'est même pas entré avant de tirer le premier coup. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sa voix était basse, mais assez tranchante pour couper du verre. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, gardant un ton neutre. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Il m'a frôlé pour passer sans attendre la permission, l'eau dégoulinant sur mon sol. Tu penses que disparaître pendant quelques semaines est une sorte de déclaration? Tu penses que tu prouves quelque chose? Tu fais du mal à la famille. C'était là, le scénario. J'ai fermé la porte derrière lui et j'ai croisé les bras. Faire du mal à la famille ou juste te faire du mal à toi? Ses yeux se sont plissés. Tu nous dois bien ça après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai presque ri. Fait pour moi. Il n'a pas cligné des yeux. Papa a co-signé ton premier appartement. Maman t'a aidé quand tu étais malade. Je t'ai couverte quand tu as manqué ces événements. Tu agis comme si tu avais tout construit toute seule. La déformation de la réalité était presque artistique si elle n'avait pas été si prévisible. Ce n'étaient pas des dettes, ai-je dit doucement. C'étaient des choix que vous avez faits. Tout comme les choix que j'ai faits quand je faisais des doubles gardes pour payer l'hypothèque ou quand je nettoyais tes dégâts avant qu'ils ne fassent la une des journaux. Il a tressailli à peine, mais c'était là. Puis il a changé de sujet. Un client majeur s'est retiré aujourd'hui. Parti. Juste comme ça. Comprends-tu ce que cela signifie pour nous? Nous, ai-je répété. Non. On dirait que cela signifie quelque chose pour toi. Pour la première fois, sa voix s'est brisée. Cela part en vrille. Tu penses que tu prends position, mais tu brûles les fondations. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Je l'ai coupé. Mon ton était stable comme la pierre. 9 ans. J'ai gardé les fondations solides. 9 ans. Tu as pris cela pour acquis. Tu étais trop occupé à t'en attribuer le mérite pour remarquer ce que cela me coûtait. Il s'est approché, baissant la voix comme s'il pensait que l'intimidation fonctionnerait mieux dans un murmure. Reviens demain. Nous allons arranger ça. Je vais arranger les choses. J'ai secoué la tête. Pas comme ça. Pas sans condition. Il a cligné des yeux, confus, peut-être même offensé que j'ai des conditions. Puis son visage s'est durci de nouveau. Sans un mot de plus, il s'est précipité vers la porte, l'ouvrant d'un coup sec si vite que les gonds ont gémi. Le claquement a résonné dans l'appartement, faisant trembler les mêmes cadres que ses coups avaient fait trembler plus tôt. Le silence qui a suivi a semblé plus lourd que la dispute elle-même. J'ai expiré lentement, mes yeux se posant de nouveau sur le thé froid. Je n'y ai pas touché. Puis mon téléphone a bourdonné. Un court message texte a illuminé l'écran. Appelle-moi ce soir. Je pense que tu vas aimer ce que j'ai entendu. Cela venait de mon mentor. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, le bruit de la pluie martelant encore la vitre. La tempête dehors était peut-être implacable, mais pour la première fois ce jour-là, j'ai ressenti la plus petite lueur de quelque chose de différent. De l'anticipation. J'ai composé le numéro de mon mentor avant que le thé ne puisse refroidir. La ligne a à peine sonné 2 fois avant que sa voix ne se fasse entendre. Stable, vive, avec une pointe d'urgence. Viens tout de suite, a-t-il dit.
Il y a quelque chose que tu dois entendre en personne. La pluie tombait encore fort quand je suis sorti, mon manteau bien serré contre le vent. Les trottoirs scintillaient sous les lampadaires, chaque reflet brisé et reformé par les ondulations des gouttes. J'ai gardé la tête baissée en me dirigeant vers le parking couvert, le bruit des pneus sifflant sur l'asphalte mouillé se mêlant au bourdonnement lointain de la ville. Le trajet n'était pas long jusqu'à son bureau en centre-ville, mais les rues étaient lentes, les essuie-glaces faisant des heures supplémentaires, les feux de freinage rouges brillant dans la brume. J'ai profité de ce temps pour passer en revue les possibilités dans ma tête. Le ton de sa voix m'a indiqué que ce n'était pas un simple conseil banal. C'était quelque chose qui ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. Au moment où j'ai atteint le bâtiment, mes chaussures étaient humides à cause de la courte course sur le trottoir glissant. Le hall était chaleureux et doucement éclairé, un contraste saisissant avec le froid que j'avais laissé dehors. Une réceptionniste a levé les yeux de son bureau avec un sourire poli. « Il vous attend » a-t-elle dit en désignant l'ascenseur. La montée a été silencieuse, le bourdonnement des câbles presque apaisant. Quand les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un couloir bordé de boiseries sombres et de vieilles photographies, des moments capturés sur des décennies de l'histoire des affaires de la ville. Son bureau était tout au bout, la porte à moitié ouverte, une faible lueur se répandant dans le couloir. « Entrez » a-t-il appelé alors que je m'approchais. La pièce sentait légèrement le cuir et le cèdre. Des étagères tapissaient les murs, chargées de livres et de récompenses encadrées. Derrière son bureau, une grande fenêtre donnait sur les rues de la ville glissante de pluie en contrebas. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une photo sur la table d'appoint. Mon mentor, plus jeune, debout à côté de mon père et de mon oncle lors de l'inauguration du tout premier bureau de l'entreprise. Il a remarqué mon regard. « Nous construisions quelque chose de réel à l'époque » a-t-il dit doucement avant de me faire signe de m'asseoir. Je me suis installé dans la chaise en face de lui. Il s'est penché en avant, les doigts croisés en pointe. « 2 clients majeurs sont venus me voir cette semaine. Tous deux ont dit la même chose. Ils veulent travailler directement avec vous, pas avec l'entreprise. Vous. » J'ai cligné des yeux, n'étant pas sûr d'avoir bien entendu. « Vous êtes sérieux ? » Absolument sérieux. Il a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti un épais dossier jaune, le faisant glisser vers moi. Des contrats préliminaires. Votre nom est déjà dessus. Ils sont prêts si vous l'êtes. Ma main a plané au-dessus du dossier, mais au lieu de l'ouvrir tout de suite, j'ai attrapé le stylo sur son bureau, un poids familier dans ma main. C'était le même stylo plume que j'avais utilisé pour signer mon premier contrat de travail il y a toutes ces années. J'ai cliqué une fois dessus, le son net dans la pièce silencieuse, avant de le reposer. Il n'a pas manqué le geste. Vous pourriez créer votre propre branche de conseil, a-t-il continué. Avec ces comptes comme fondation, vous rapporteriez plus que la division entière de votre frère. C'est propre, c'est légal, et c'est à vous si vous le voulez. J'ai laissé les mots faire leur effet. Mon pouls était stable, mais je pouvais sentir le changement comme une porte qui s'entrouvre après des années de fermeture. Et vous êtes sûr que cela ne... Ai-je laissé ma phrase en suspens, cherchant la bonne façon de demander. Ce sont les affaires, a-t-il dit fermement. Et il est temps que vous ayez la liberté de les gérer à votre façon. J'ai ouvert le dossier, puis j'ai parcouru les documents. Tout était présenté clairement. Précis, professionnel, pas de piège, pas de promesses vagues, juste une opportunité. Pourtant, je l'ai fermé et je l'ai repoussé vers lui. Une nuit, ai-je dit. Je vous donnerai ma réponse demain. Il a hoché la tête, aucune pression dans les yeux, juste de la compréhension. C'est juste. Je me suis levé, glissant mes mains dans les poches de mon manteau. Mon esprit était déjà en mouvement. Pas sur la vengeance, pas même sur la satisfaction de leur prouver qu'ils avaient tort, mais sur ce que signifierait le fait de construire quelque chose sans chaîne. Alors que j'atteignais l'embrasure de la porte, il m'a interpellé. Au fait, votre frère n'est pas encore au courant de cela, mais quelqu'un d'autre dans votre famille l'est. Je me suis arrêté, ma main sur le cadre de la porte, puis j'ai continué à marcher sans me retourner. La pluie s'était calmée pour devenir une bruine constante, les lumières de la ville se reflétant en longues traînées sur le trottoir. Je savais exactement qui je devais appeler avant minuit. Les portes de l'ascenseur se sont fermées derrière moi, et le froid humide de la ville s'accrochait encore à mon manteau quand je suis entré dans mon appartement. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les plafonniers.
La douce lueur ambrée de la cuisine suffisait, se répandant sur le comptoir où de la vapeur s'élevait d'une tasse que j'avais laissée plus tôt. J'ai enlevé mes chaussures. Le doux bourdonnement du réfrigérateur et le crépitement lointain de la pluie contre les fenêtres rendant la pièce plus petite, plus intime. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps pour savoir qui j'appelais. Mon cousin Marc et moi ne nous étions pas parlé depuis des années, à l'exception de bonjour poli à Thanksgiving ou d'une carte de Noël occasionnelle. Mais je savais une chose. Il travaillait dans le département des finances de l'entreprise familiale. Si quelqu'un avait un œil sur les chiffres, c'était lui. J'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé son nom. L'horloge sur le micro-ondes indiquait 23.15. Mon pouce a plané un instant avant d'appuyer sur appeler. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Tu es debout tard. Son ton était stable, presque trop stable, comme si chaque mot était pesé avant de quitter sa bouche. J'avais le sentiment que tu le serais aussi, ai-je dit. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Il y a eu une courte pause, puis une douce expiration. J'attendais cet appel. Cela m'a arrêté. Tu l'attendais? J'observe les choses de l'intérieur. Je sais ce qui se passe, et je sais ce qui va se passer ensuite. Le calme dans sa voix ne correspondait pas au poids des mots. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé un ton neutre. Alors dis-le. Pas d'allusion vague. Une autre pause. Puis sa voix a légèrement baissé comme si les murs pouvaient écouter. Ton frère prévoit de transférer 2 de tes meilleurs clients sur ses comptes personnels. Discrètement. Aucune annonce, aucune explication, juste partie. J'ai vu les mémos internes. J'ai serré le téléphone plus fort, ma main libre reposant sur le bord froid du comptoir. Quand? La semaine prochaine. Ils ont déjà rédigé les factures pour les services de transition. Avant que je puisse en demander plus, mon téléphone a bourdonné avec un nouveau message de sa part. Je l'ai ouvert. La photo montrait une facture froissée, le genre que le service financier envoyait avant de gros transferts. Les noms de 2 clients familiers m'ont sauté aux yeux en caractères gras. Mais ce qui m'a fait serrer la mâchoire, c'est l'écriture en bas, des notes à l'encre bleue de l'assistante de direction, la seule personne dont j'avais toujours pensé qu'elle restait neutre dans nos batailles familiales. Pourquoi signerait-elle cela, ai-je murmuré à moitié pour moi-même. Parce que ton frère lui a dit que ce n'était qu'une consolidation de routine, a dit Marc. Mais j'ai vu la chaîne de courriel. Ils disent que tu es superflu. Ils s'en serviront lors de la prochaine réunion du conseil d'administration pour voter ton renvoi définitif. Les mots ont atterri comme une lame froide glissant entre mes côtes. J'ai fixé la photo de nouveau, les plis sur le papier assez profond pour montrer qu'elle avait été manipulée plus d'une fois. Ce n'était pas de la spéculation. C'était déjà en cours. Je pouvais entendre le faible tintement du verre de son côté. Peut-être des glaçons dans un verre. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore cacher cela aux autres, mais je voulais que tu le saches avant qu'il ne soit trop tard. J'ai pris une lente inspiration, laissant mon esprit analyser l'information. Je n'ai pas mentionné les contrats que mon mentor m'avait remis plus tôt. C'était une carte que je n'étais pas encore prête à poser sur la table, pas même pour la famille. Fais profil bas, lui ai-je dit. Ne les défie pas, continue juste à me fournir ce que tu peux. Quand ce sera terminé, tu seras protégé. Je te le promets. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais quand il l'a fait, son ton avait changé, moins sur la défensive, presque soulagé. Très bien, mais tu dois savoir. Ils se réunissent demain matin sans toi. J'ai vérifié l'heure. 23.58. Alors je suppose que j'ai une longue nuit devant moi. Nous avons terminé l'appel. J'ai posé le téléphone à côté de la tasse de thé intacte, maintenant tiède. La ville dehors était calme, la pluie s'affinant en brume. Mon esprit courait déjà en avant, traçant les mouvements que je devrais faire avant l'aube. Je n'étais pas invité, mais j'allais y être. De l'autre côté de la rue, je me tenais dans le froid d'un matin d'hiver gris, regardant mon frère marcher à grands pas vers le bâtiment comme s'il était le propriétaire des lieux. Il a ajusté le col de son manteau, le plus léger des sourires en coin sur le visage. Une berline noire s'est éloignée du trottoir alors qu'il disparaissait par la porte à tambour. Mon téléphone a bourdonné dans mon gant, un message texte de mon cousin. Ils ont commencé sans toi. J'ai pris une lente inspiration, j'ai laissé mon souffle givrer l'air,
puis j'ai traversé au feu. Le hall en verre reflétait l'horizon, tout en acier et en nuages. Mes bottes ont cliqueté sur le sol en marbre alors que je me dirigeais vers les ascenseurs. Personne ne m'a arrêté. Apparemment, mon badge fonctionnait encore. La salle de conférence du 20e étage était, dans mon souvenir, entourée de murs en verre sur 3 côtés, avec une longue table polie jusqu'à briller, des carafes de café, et des dossiers soigneusement empilés attendant à chaque place. À travers la porte en verre transparent, je pouvais voir mon frère tout au bout, faisant les 100 pas en parlant. Les membres du conseil d'administration étaient assis en demi-cercle, la tête penchée dans sa direction, certains hochant la tête, d'autres griffonnant des notes. Mes parents étaient là aussi, sur un côté, silencieux mais attentifs. Son rôle est devenu superflu, disait mon frère, la voix douce comme si c'était déjà décidé. J'ai ouvert la porte. Le son de sa fermeture derrière moi a été fort dans le silence soudain. Des chaises ont bougé. Le bourdonnement de la climatisation était la seule chose qui bougeait. Mon cousin, assis près du bout en tant que membre du personnel financier, a gardé un visage neutre, mais j'ai surpris la lueur dans ses yeux. J'ai posé mon sac sur une chaise vide, mais je ne me suis pas assise. Merci à tous de vous être réunis, ai-je dit d'une voix égale. Avant que la moindre décision ne soit prise, j'ai des mises à jour pertinentes pour chaque personne dans cette pièce. La bouche de mon frère s'est crispée. C'est une réunion à huis clos. Je l'ai ignoré et j'ai connecté mon ordinateur portable au projecteur. L'écran s'est allumé avec la copie numérisée de la facture des services de transition d'hier. J'ai zoomé sur la notation manuscrite autorisant le transfert, l'écriture soignée et bouclée qui appartenait à l'assistante de direction qui était avec nous depuis une décennie. Vous reconnaissez cette écriture, ai-je demandé, laissant mes yeux balayer la table. Parce que c'est la même sur au moins 4 autres factures impliquant des transferts de clients, toutes datées avant toute soi-disant évaluation de performance. Un murmure a parcouru la pièce. Un des membres les plus âgés du conseil d'administration a ajusté ses lunettes en se penchant en avant. La mâchoire de mon frère remuait comme s'il mâchait de l'air. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Une chaîne de courriels internes, objet de réallocation des actifs, les dates alignées proprement dans le coin, toutes des semaines avant que quiconque ne me parle de mon poste. Vous remarquerez, ai-je continué, que ces transferts coïncident parfaitement avec l'apparition de nouveaux comptes dans le portefeuille personnel de mon frère. Cela a fait réagir quelqu'un. Une femme à mi-chemin de la table a pris la parole, d'un ton sec. C'est illégal. Mon frère a essayé de se reprendre, jetant des phrases à moitié formées sur mon comportement, sur la cohésion de l'équipe, mais un autre membre l'a coupé. Pourquoi ces comptes vous profitent-ils directement, Daniel? Son visage est devenu rouge, le masque de confiance glissant. Il a jeté un coup d'œil vers nos parents, mais ils n'ont pas croisé son regard. J'ai laissé la pause s'étirer, puis j'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti une pile de documents bien rangés. Au cas où il y aurait le moindre doute, j'ai déjà déposé un rapport de conformité auprès de l'organisme de réglementation de l'État. Ce sont des copies pour examen par le Conseil. Je les ai fait passer le long de la table. Des pages ont été tournées, des stylos ont griffonné des notes. L'air dans la pièce semblait différent maintenant, plus lourd, mais en ma faveur. Enfin, le président du conseil d'administration, un homme qui avait rarement prononcé plus de quelques phrases en ma présence, s'est éclairci la gorge. Cela change tout. Nous allons lever la séance pour un examen privé. J'ai rassemblé mes affaires sans un mot de plus. Le raclement discret de ma chaise étant le seul son. Je savais qu'en sortant de cette pièce, rien ne serait plus jamais pareil. 2 matins plus tard, j'étais assise à la table de ma cuisine, un café à la main, la lumière d'hiver rebondissant sur la rivière par la fenêtre. Le monde semblait d'un calme troublant, comme l'air avant une tempête de neige. Mon téléphone était face vers le bas à côté de moi. Je n'y avais pas touché depuis hier soir. Je savais déjà qu'il serait rempli de bruit que je n'étais pas prête à entendre. Quand je l'ai enfin retourné, l'écran s'est allumé. 182 appels manqués. Tous de la famille. Les mêmes noms encore et encore, mon frère, ma mère, mon père, même ma belle-sœur, qui ne m'avait jamais appelé une seule fois de sa vie à moins d'avoir besoin de quelque chose. Je n'ai rappelé personne. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était là, le courriel que j'attendais. L'objet était simple. Décision du conseil d'administration. Mon pouce est accéléré,
mais mes mains étaient fermes quand j'ai cliqué. Le message était bref, juste quelques lignes. Mon frère avait été démis de ses fonctions de directeur général avec effet immédiat. Le conseil avait nommé une direction par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit confirmé. Et moi? J'étais réintégré non seulement dans mon poste précédent, mais promu à la supervision exécutive avec pleine autorité pour définir la direction future de l'entreprise. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis penché en arrière, laissant le calme m'envahir. La réhabilitation ne s'accompagnait pas toujours de feux d'artifice. Parfois, elle arrivait dans un courriel à la police simple en milieu de matinée, avec un café encore chaud à la main. Le téléphone a sonné de nouveau. Maman. Je l'ai laissé bourdonner quelques fois avant de décrocher. Sa voix était tranchante, presque perçante. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? J'ai empêché quelqu'un de voler l'entreprise, ai-je dit calmement. Il se trouve que cette personne était votre fils. Tu as ruiné la carrière de ton frère. Penses-tu que cela te rendra heureuse? Transformer ta propre famille en ennemi. J'ai pris une lente inspiration. La famille ne te sabote pas pour un chèque en euros. Il y a eu un long silence. Puis la voix de mon père a retenti sur le haut-parleur. Tu nous as embarrassés devant tout le monde. Les gens parlent. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent, ai-je dit. Je préfère qu'ils parlent de moi faisant ce qui est juste plutôt que de me voir jouer le jeu de la corruption. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur était stable. Vers midi, la réception de mon immeuble a appelé. Il dit qu'il est votre frère, a chuchoté le concierge. Mais il a l'air secoué. Quand je suis entré dans le hall, il se tenait là, les épaules affaissées, les yeux rouges. Je voulais juste m'expliquer, a-t-il dit doucement. Je l'ai fait pour l'entreprise. Tu sais à quel point la situation se dégradait. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti un dossier, le même rapport de conformité que j'avais remis au conseil. Sa signature était juste là sur les lignes d'autorisation. Je le lui ai tendu. C'était pour toi, ai-je dit. Personne d'autre ne l'a signé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis retourné et je suis retourné vers l'ascenseur. Plus tard dans l'après-midi, j'ai retrouvé mon cousin dans un café tranquille au bord de la rivière. Il avait été mon seul allié indéfectible à travers tout cela. Nous avons parlé de l'avenir de l'entreprise, de restructuration, de nouvelles garanties pour garder la politique familiale en dehors des décisions commerciales. Il a hoché la tête en m'écoutant, prenant des notes, pensant déjà avec 10 coups d'avance. Quand le soleil s'est couché, je suis rentré chez moi à pied le long de la rivière. L'eau a capté la dernière lumière, la rendant dorée, puis orange profond. J'ai pensé aux années que j'avais consacrées à construire quelque chose, aux nuits où j'étais resté éveillé à travailler pendant que d'autres dormaient. Et maintenant, enfin, je dirigeais moi-même le navire. Et c'est alors que j'ai réalisé, parfois, s'en aller est la déclaration la plus forte que l'on puisse faire.